Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui chaque semaine se glisse dans les coulisses de la comédie française. À l'affiche de cet épisode, une rencontre. Thierry Godard, jeune pensionnaire de 57 ans, qui vient de faire son entrée dans la maison de Molière. Thierry Godard, c'est une gueule, une voix bien connue, une présence charismatique, une authenticité brute, une fêlure aussi qui vous serre le cœur. Bref, un grand acteur qui se fait connaître et aimer du grand public à travers le petit écran puis le cinéma. Des séries qui, sans lui, manqueraient de saveur. Engrenage, Le Village français. Il y a aussi Germinal, Oussekine, Cœur noir, Andorre, The Head à l'international. Et puis des films. Welcome, Juillet-Août, Le Monde d'hier, Sans toi, La Sainte Famille. Enfin, des dizaines et des dizaines de rôles, de profils, de silhouettes, de tons, de démarches, de tempo. Et les planches dans tout ça. Ce théâtre de très tôt, l'ébéniste qu'il est de formation, l'a foulé longtemps et le retrouve aujourd'hui. Il entre par la Grande Porte, salle Richelieu, place Colette à Paris. Et pour jouer Molière, le patron de la maison, son nom est à l'affiche du Malade imaginaire. Le malade, c'est Guillaume Gallienne, dans une mise en scène inusable, signée Claustratz en 2001. Bonjour, Thierry Godard. Et merci beaucoup d'être là, très heureuse de faire votre connaissance. Vous êtes entré le 2 septembre, première du Malade le 19 septembre. Vous étiez comment le 19 ? Je liquéfié. Non, oui, j'étais complètement perturbé, on va dire. Ouais. Il y avait eu peu de répétitions, mais après, je crois que c'est un peu la pratique de la maison, des fois de peu répéter, de reprendre des rôles très vite. Donc j'ai vite été mis dans le bain. Voilà, mon baptême, c'était mon baptême, mon bizutage peut-être, je sais pas. Mais non, j'étais pas bien du tout. Mais voilà, après. Bon. Et après, la magie d'être sur scène opère, on sent le public qui est là et ça passe. Ouais, il faut arriver à oublier la salle Richelieu, arriver à oublier la Comédie Française, arriver à oublier les partenaires sublimes qu'on a à côté, arriver à tout oublier, puis à s'amuser au bout d'un moment. Donc c'est un petit process qui prend du temps. Là, je crois qu'on en est à la 15e et je commence à naître un peu, on va dire. Moi, j'ai eu le plaisir de vous voir sur scène donc dans ce Malade et vous le savez sans doute, donc c'est pas une surprise, mais moi, je trouvais ça quand même incroyable tout autour de moi. Les gens qui ouvrent le programme, etc., qui disent « Oh, mais il y a Thierry Godard, j'adore !» de surprise. Je me suis dit, voilà, un public qui vous attend ailleurs aussi. Ouais. Oui. Alors que je viens du théâtre à la base, mais c'est vrai que les gens m'ont connu par rapport aux séries, tout ça. Mais oui, ça met une pression supplémentaire. En plus, ça dépend, ils ont l'impression qu'ils vont voir Gilou ou Raymond Schwartz. Mais non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ouais. Mais c'est grisant, c'est chouette. Vous dites que c'est en effet un retour aux sources. La découverte du théâtre, c'est d'abord une découverte de lecteur, adolescent ? Oui, je crois vraiment que c'est la lecture qui... C'est un texte de Molière. Mon premier contact avec le théâtre, c'est un texte de Molière que j'avais lu. J'apprenais l'ébénisterie et un copain, lui, m'avait parlé du théâtre. Il voulait en faire son métier, me disait-il, mais il a arrêté très vite. On a lu un texte de Molière et il m'a dit « Oh, laisse tomber, c'est compliqué ce truc ». Et voilà, mais moi, ça a été vraiment ma première rencontre. C'était lequel ? Je sais plus. Ouais. Franchement, je sais plus. Mais je sais pas, on avait pris ça. Donc c'était un lycée professionnel, on apprenait l'ébénisterie et il y avait une bibliothèque et on a pris un texte au hasard et on a lu, c'est tout. Et voilà, et moi ça m'a jamais quitté. Ouais. Ce qui vous a séduit, c'est la part de rêve, c'est l'idée d'incarner des héros, c'est une langue. Je crois que c'est les textes. Parce que j'ai lu ces textes de Molière et après je me suis rendu compte que à l'époque, dès qu'on s'engageait dans une filière professionnelle, et ça avait vraiment été un coup de foudre au cours de vacances avec mes parents, je suis rentré dans une menuiserie et j'ai dit je veux faire ça. Il y a l'odeur, le bois, les gens qui travaillaient, tout ça. Et après, donc, on s'engage dans cette filière professionnelle et je me suis rendu compte que les textes me manquaient, la littérature me manquait énormément. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire Zola, Flaubert, Stendhal. Et voilà. Et après est venue l'envie de dire ces textes, mais un peu plus tard. Avec une ancienne... mon premier cours de théâtre à Paris, c'était une ancienne sociétaire ou pensionnaire. Pensionnaire, oui. Ouais, Jacqueline Duc, ouais. Et voilà, j'ai plongé dans Molière tout de suite.
Et je suis arrivé à Paris, je savais pas si j'étais fait pour ce métier. Je savais que j'en avais une envie énorme et que si les portes se fermaient, que j'allais être très malheureux. Donc j'ai même pas voulu passer conservatoire, tout ça. Je me suis dit, laisse tomber. Prendre aucun risque d'abîmer cet amour. Ouais, exactement. Et mes premiers pas sur scène, c'est avec Jacqueline Duc. Elle m'a dit, vas-y, monte sur scène. Et j'ai dit, je fais quoi ? Elle me dit, rien, assis-toi. Et j'ai senti, j'ai l'impression de planer jusqu'au plateau, d'être posé là en apesanteur. Les gens rigolaient, sûrement de mon malaise ou quelque chose. Je suis revenu, à la fin du cours, elle me dit, il faut absolument que tu fasses ce métier. Elle m'a dit. Donc elle a dû sentir que c'était très important. Que le voyage vers la chaise était très habité. Voilà. Lui, il faut qu'il fasse ça, sinon il est mal barré. C'était quand même une femme née dans les années 20. Donc Ouais. j'imagine que c'était aussi un certain Molière, peut-être une certaine déclamation. Enfin, comment est-ce que vous l'avez appris avec elle alors ? Molière et les autres. Hein, Elle avait pour ambition de mettre plusieurs Molières. Donc il y avait le médecin malgré lui, il y avait les précieuses ridicules, je crois. Enfin, il y avait plusieurs Molières, Scapin. Elle voulait les mettre en cassette vidéo. Donc on filmait ça. Donc il y avait Geneviève Fontanelle, je me souviens, il y avait plein d'acteurs comme ça, plus anciens, et les jeunes, nous, des cours. Je pense pas que c'était super. Il faudrait que je retrouve ces cassettes, mais je pense que, comme vous dites, comme tu dis, c'était très à l'ancienne. Mais ça m'a permis de... Enfin, j'ai tout de suite été plongé... Enfin, j'ai plongé dans Molière tout de suite. Donc ça, c'était chouette. Et au bout de 2 ans de cours, elle voulait absolument que je travaille Scapin. Elle m'a dit, il faut que tu travailles Scapin. Et je le sentais pas. Je me dis, mais c'est pas moi, Scapin. Et voilà. Et c'est ce qui m'a fait quitter son cours. Je me suis buté à Molière à un moment donné avec ce Scapin. Parce que c'était pas vous. Donc Parce l'idée que de jouer quelque chose qui est loin, ça, à l'époque, c'était pas... Non, c'est que j'y arrivais pas, tout bêtement. J'arrivais pas à trouver l'aisance, la folie. J'étais encore hyper bloqué dans mon corps. J'étais plein de complexes, plein de trucs, plein de machins. Et non, j'arrivais pas. Et j'avais cette envie de dire des choses plus, peut-être, ce qui m'a amené après à la télévision, au cinéma, de dire les choses plus sincèrement, voilà, comme ça, peut-être. Plus sincèrement, c'est quelque chose qu'on apprend avec Robert Cordier. Ouais. Parce que c'est un sacré personnage, lui aussi. Lui, ouais. un tout petit peu plus jeune que Jacqueline, né dans les années 30. Mais enfin, Ouais. c'est quand même des gens qui étaient d'une certaine génération. Ouais. Et c'est vrai que c'est un homme dont, j'avoue, j'ai découvert à l'occasion de notre rencontre le parcours, hein, Ouais. qui est quand même totalement fascinant. Fascinant. Qui connaissait aussi bien Miles Davis que Robert De Niro, que, Incroyable. que Jean-Pierre Melville et que Ouais. tout ça. Un Ouais. Belge passé Un par Belge. les États-Unis, revenu à Paris. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui vous apporte, lui? Comment vous le rencontrez? Est-ce que c'est comment vous vous débarquez? Alors, je quitte Jacqueline Duc. Au revoir, Jacqueline. Et là, quand on connaît personne, on arrive à Paris, on se dit, mais... Donc, mon truc, c'est j'achetais l'eBay, et puis dans l'eBay, il y avait des annonces de cours de théâtre. Et donc, je vois... alors, comme j'habitais rue des Jeuneurs, dans le 2e, je vois cours de théâtre Marie Stuart. Je dis, c'est à côté, ça va être pratique. Je travaillais, je faisais de l'ébénisterie la journée. Donc, il fallait que je travaille pour payer ma piole et tout. Et donc, je vais voir ce cours, Robert Cordier. Et après, ce qui m'a séduit, c'est que lui abordait, il avait les droits de Sam Shepard, par exemple, de Eye of the Mind. On a abordé le théâtre américain. Donc, ça, j'ai trouvé ça super. Et Shakespeare, parce que c'était un dingue de Shakespeare. Lui, il m'a appris la rigueur. C'était un homme fou, complètement fou, dans ce petit théâtre, persuadé que c'était l'enfant maudit, que personne venait. Alors, effectivement, des spectacles super. Enfin, moi, je considère, on va Voice Egg, tout ça, mais le métier venait pas voir son travail parce que il n'était pas connu ici, tout le monde s'en foutait de Robert Cordier. Donc on faisait des spectacles où il y avait un casting qui venait nous voir, donc ça nous a pas aidés, je pense, tous. D'ailleurs, la petite promo qu'on était, je dois être un des seuls à travailler alors qu'il y avait des gens hyper talentueux. Voilà, mais il m'a apporté ce théâtre américain qui m'a... que j'ai beaucoup aimé, David Mamet aussi, enfin voilà, tout. Et la rigueur, c'était un homme très très rigoureux. C'est une valeur cardinale, c'est quand même la manière de travailler, la rigueur, etc. Et c'est intéressant aussi cette idée on le sent finalement, de sincérité, d'intériorité. Peut-être que c'est lui qui m'a amené ça, mais peut-être. Mais je me souviens, à un moment, je travaillais à Hamlet, donc tous les monologues, tout ça. Et à un moment donné, je sais plus, j'ai fait un truc, je sais même pas si je disais le texte, mais je regardais comme ça le public ou le 4e mur, et il m'a dit, ça y est, là tu l'as. J'ai jamais compris ce que j'avais eu. Tu sais, Après, c'est la quête, du coup. Voilà, et après, c'est la quête. Je dis, putain, pourquoi je l'ai eu? Merde, je l'ai eu. Mais... Et je l'ai pas compris que je l'avais. Oui, j'ai pas compris que je l'avais.
Et après, la sincérité, elle est peut-être arrivée... je crois plus avec ma culture du cinéma d'avant, de Claude Sautet, de tout ce cinéma que j'adorais, de Patrick Devers. Je sentais que j'avais envie d'aller vers ça, vers quelque chose je sais pas, de plus quotidien, enfin d'aller dans l'émotion. Et après, c'est la rencontre avec des personnages à la télévision qui ont été super et qui m'ont petit à petit fait glisser vers une sincérité. Ouais. Il y a eu entre ça, je crois, aussi un passage dans une compagnie de théâtre de rue. Ouais. À Dijon. À Dijon, les 26 000 couverts. Ouais. C'est une sublime compagnie qui fait du théâtre hors des théâtres, mais qui reste du théâtre avec des concepts très forts tout le temps. Alors, théâtre de rue, c'est encore très... on se dit, théâtre de rue, tu fais du théâtre de rue. Mais c'est un travail assez magnifique. J'ai aussi travaillé avec le TNT, qui était une compagnie de Montreuil, Ludovic Nobilo, où là, on a aussi travaillé au frigo. On a fait En attendant Godot, là-bas, on avait un mécène, c'était Jean-René de Fleurieux. Et voilà, et qui nous payait un petit peu, comme ça, quelques billets. On répétait sur des monticules de fringues de Boltanski En attendant Godot. Enfin voilà, oui, plein de directions. Et dans ces textes-là, clairement, parce que vous avez joué plein d'auteurs différents, aussi bien Duras, Strindberg, Pinter. Qu'est-ce qui vous parle? Quels sont les personnages, avant d'en arriver finalement aux personnages de la télé, les personnages de théâtre qui déjà vous sculptent en fait une partie de l'acteur que vous avez envie de devenir? Qu'est-ce qui fait que j'aime les textes? Oui, ou quels sont les personnages en fait que vous avez pu jouer au théâtre, dans cette première vie de théâtre avant la télévision, qui vous ont ému, qui vous ont marqué? Je crois qu'il y a Pozzo, par exemple, dans En attendant Godot, où voilà, c'était une production hyper compliquée. On a répété 3 mois. On a joué 1 mois, on a été payé 500 francs. Mais il y avait, j'aimais cette espèce de choses complètement dingues. Et voilà, et du coup, on donne beaucoup à des personnages, on a le temps de les développer. Il y a eu ça, et puis il y a eu des vraies rencontres. Strindberg, c'était avec Robin Renucci, qui est un directeur d'acteurs absolument incroyable. C'est autant à la télé, j'ai eu la chance d'avoir des personnages qui m'ont marqué, et autant au théâtre aussi. C'est pour ça que le théâtre et je trouve qu'un texte de théâtre, à un moment donné, quand on le possède, quand on l'a en nous, il nous quitte jamais de notre vie. Et même le texte des autres, je me souviens d'un Dubillard avec Vignet, où j'ai encore pas mon texte, j'ai encore le texte de Micha Lescaut, et j'ai encore des bribes de son texte qui me reviennent tout le temps. Enfin voilà, je trouve que le théâtre, ça offre ça aussi. La télé, c'est différent, c'est plus des émotions qui... Voilà, mais le théâtre, ça s'inscrit tellement fort. C'est un texte, on l'apprend comme un fou. Ouais. Alors après, il y a quand même toute cette grande phase de télévision, qui n'est pas terminée, où là, on l'entend bien, c'est une autre énergie aussi, une autre présence, vous diriez, par rapport au théâtre. Vous découvrez autre chose de votre jeu d'acteur en passant dans l'univers de la télévision? Oui. Là, en fait, la vraie première grande rencontre, c'est avec mon personnage dans Engrenage de Gilou, où là, je peux mettre tout ce que j'ai au fond de moi. C'est la colère, la perdition, enfin, il y a quelque chose de voilà, Gabin disait, un acteur, c'est une rencontre avec un personnage à un moment donné. Et là, j'ai vraiment rencontré ce personnage sur la première saison. Après, des fois, il y a des saisons où j'étais moins content, mais sur la première saison, l'écriture de la première saison, voilà, je souhaite à tout acteur de vivre à un moment donné une rencontre avec un personnage comme ça, parce que c'est... Voilà, je rêvais de jouer Bad Lieutenant, des films comme ça, où des flics perdus, coquets, en même temps des bons flics, mais voilà. Enfin, il y avait une complexité où je me suis dit, waouh, putain, pour une fois, j'ai la chance de rencontrer ce personnage. Voilà, et après, forcément, quand on a cette rencontre, après, ça inspire aussi les réalisateurs, les producteurs, et j'ai eu la chance après de faire Le Village français. Voilà. Là, c'était Philippe Tribois qui réalisait Engrenage. Et on avait une petite passion commune, c'était la pêche. Et donc, on fait cette première saison. Et on part pêcher un aubrac. Et puis, on était en train de pêcher. Il me dit, tiens, il faudrait que je te parle d'un autre truc qui s'appelle Le Village français. Je ne sais pas ce que ça va donner encore. Mais
lis, tu me dis s'il y a un personnage qui t'intéresse. Et lui me voyait dans le personnage de l'ouvrier que jouait Fabricio Ronjon. Et je lis ça, je dis merde, c'est trop attendu. Je me dis, c'est attendu pour moi de faire ça, de cet ouvrier son parcours était magnifique. Mais je dis par contre, il y a le gars de la Syrie là. Je dis ça me ferait sortir un peu plus de ma zone de confort et j'ai envie d'y aller. Donc il me fait passer des essais, il me dit ok, et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait ça. Donc après, voilà, 2 personnages d'Engrenade, mais même si j'ai fait des choses avant Engrenade, ça m'a ouvert des portes et de faire aussi 2 personnages différents, Raymond Schwartz et Gilou. Les gens m'ont pas cantonné non plus dans un personnage de flic, même si j'en ai fait beaucoup parce que j'ai un physique de flic, à croire. Mais voilà, mais en tout cas, la télé m'a offert des rôles, mais incroyables. J'ai cette chance. Et sortir de votre zone de confort, c'est un besoin régulier. Enfin, vous aimez vous mettre en danger, vous aimez risquer. Ouais, c'est utile. Ouais. Sinon, je suis un peu feignant de base. Et moi, sinon, je peux juste pêcher, regarder la nature, ça me suffirait. Mais comme j'aime ce métier encore, voilà, après 40 ans presque, j'aime ce métier encore, il me fascine encore. Là, j'arrive ici, dans cette maison, je me sens comme un petit nouveau qui arrive dans un cours de théâtre et qui regarde les anciens comme ça. Waouh, ils sont super, ils sont bons, waouh. Et j'ai un truc d'ambition encore en moi. Voilà, j'ai besoin de tester ça, en fait, si j'ai encore envie. Si j'ai encore envie, parce on a beau être des artistes, on est sur scène, il y a quelque chose de l'ordre de la compétition saine, mais que j'aime. J'aime à un moment donné voir mon collègue sur scène qui fait un truc, je fais waouh, demain je vais essayer de faire mieux que ça. Voilà, et j'aime cette compétition, ça, je la trouve pas malsaine, je la trouve quand elle est dans l'intérêt du spectacle. Ouais, la compétition avec les autres et donc avec soi-même évidemment. Et avec moi, bien sûr. Et là, j'avais pas du tout anticipé de venir ici. C'est quand j'ai eu le coup de téléphone de Bertrand Schaff, je pensais que comme mon fils travaille ici. J'avais eu peur que mon fils ait un accident. Enfin, je dis qu'est-ce qui se passe et voilà. Et donc, jamais une seconde je m'imaginais à venir ici. Et je freinais. Ça fait 4-5 ans que je savais qu'il fallait. Il y a des petites voix intérieures ou des instincts ou des choses, ou peut-être des anges gardiens. Je savais qu'il fallait que je retourne au théâtre. Je savais que ça me ferait du bien, que ça allait me bousculer un peu, que ça allait me. Donc il y a eu plusieurs projets, j'ai fait des lectures dans des théâtres privés, il y avait une pièce que j'aimais bien qui ne s'est pas faite, et voilà. Mais il y a des choses que je lisais qui ne me plaisaient pas du tout, j'ai pas du tout envie de jouer ça. Mais voilà, mais je sentais qu'il y a un petit... Il y avait cette envie, cet appétit de retrouver quoi aussi, c'est complètement différent. Là aussi, encore une fois, comme incarnation, c'est le public qui est devant vous. Ouais. Et puis alors quand on est à la Comédie Française, c'est pas un petit engagement, quoi. Là, c'est une vie qui se dessine. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui est un peu flippant, hein, je trouve. Alors, si j'avais 30 ans, si j'avais 35 ans, 40 ans, voilà. Mais à 57 ans, on n'est pas à l'aube de sa carrière parce qu'il reste du temps, on peut mourir sur scène, comme Michel Piccoli, j'en sais. Voilà, tout est possible quand on est acteur de théâtre. Ouais. Mais il y a quand même ce côté famille. Moi, foncièrement, je suis pas très famille. Je suis plutôt un solitaire. La famille, je trouve que c'est un peu ce qui nous enquiquine dans la vie, enfin qui nous aide pas à avancer des fois. Qui nous empêche. Qui nous empêche d'avancer. Donc voilà, dès qu'on me parle de famille, j'ai un peu les poils qui se dressent. Là, ici, c'est une sacrée grosse famille. Et là, c'est une sacrée grosse famille, voilà. Mais je me dis, voilà, est-ce que je vais réussir à moi vivre au milieu de cette famille avec des gens avec qui je partage la même passion du théâtre et des textes. Voilà, c'est un peu le challenge de mes années futures. Et il y avait aussi ce désir de retrouver des textes, parce que peut-être aussi que le cinéma, la télé, c'est pas du tout qu'il n'y ait pas d'auteur, mais c'est pas du tout le même rapport au texte. C'est pas, non, c'est un autre rapport. Au cinéma, on joue avec son corps un peu, avec son regard beaucoup, avec ses yeux. À la limite, le texte, voilà, il est moins important et c'est dommage. Moi, je suis je consomme beaucoup de séries américaines, anglo-saxonnes, et je trouve qu'il y a un vrai travail sur le texte. Là, je viens de voir une série qui s'appelle Monster. Il y a un épisode qui dure 35 minutes où c'est un plan séquence sur un gars qui parle de ce qu'il a vécu, d'inceste, tout ça. Et, c'est un monologue de 35 minutes.
Voilà. Et j'aimerais qu'on fasse à un moment donné ça aussi dans les séries et à la télévision française, qu'on se permette ça. Et après, j'ai tourné sur d'autres séries anglaises où là, le texte était quand même plus chargé, plus fort. Et sur le Village français, où il y avait un auteur, Frédéric Révin, qui est quand même et qui avait créé un pool d'auteurs. Donc, il y avait des auteurs qui travaillaient sur chacun des personnages. Enfin, il y avait un vrai travail. Il y a vraiment une écriture du personnage. Il y a une écriture. Ouais. Je me souviens pas d'avoir changé une virgule d'un texte de Fred. Engrenage, c'était différent. Parce que là, il fallait réinventer ce truc de flic, d'interrogatoire, tout ça. Quand c'est écrit, on lit ça, on se dit, mais c'est pas possible. Oui, ça tombe mal. Ça tombe mal. Ouais, ça sonne pas juste. Ouais, donc il fallait réinventer tout ça. Des fois, une bonne claque, ça suffisait. Ça remplaçait 3 phrases. Et là, je retravaille sur une série, un 6x52 avec Anne Charrier. Et on a quand même beaucoup repris les textes cet été avec la réalisatrice Elsa Bennett. Voilà, c'est un travail que alors, c'est pas que les auteurs sont mauvais. Je pense que là, en l'occurrence, c'est un très grand auteur, scénariste aussi. Mais je pense que dialoguiste, c'est encore autre chose. Voilà, et je pense que c'est dommage que dans le cinéma, il y avait toujours ce dialoguiste. Enfin, voilà. Et ça a disparu, c'est dommage. Parce que je pense que la répartie, alors pour des comédies, la punchline, ou des choses, voilà, c'est un vrai travail à part entière, je trouve. Ouais. Et là, retrouver la langue de Molière, alors, il y a un vrai plaisir aussi de la mâcher. Ah ouais. Ah ouais. Mais je l'ai travaillé tout l'été. Hein. Et malgré ça, en arrivant là, alors c'était pas le texte qui partait, c'était c'est-à-dire qu'il y a une construction mentale qui est particulière, et ça je m'en suis rendu compte, et même si je le savais, parce que je l'avais travaillé il y a longtemps. C'est-à-dire une construction mentale, là, c'est pas versifié. Ouais, c'est pas versifié, mais il y a on passe par Chartres pour aller à Toulouse, et il y a quelque chose dans mon cerveau. L'anglais, par exemple, j'ai du mal à apprendre l'anglais parce que comme c'est voilà, il y a une bascule. Il y a une bascule. Et mais par contre, une fois qu'on l'a en bouche, c'est un bonheur sans nom. Mais là, quand je joue le soir, alors la journée, je le travaille pas trop parce que j'aime garder la primeur du. Voilà, j'aime l'inventer le soir, et si je l'ai fait trop dans la journée, je sais que je vais perdre quelque chose le soir. Et ça, j'ai réappris ce rythme que j'avais quand j'ai joué Pinter il y a 4-5 ans. Voilà, j'ai mes petits... comment dire, oui, d'une journée type, comment je fais, qu'est-ce qui se passe, ouais, la voilà, journée où la ça. représentation a lieu le soir, quand est-ce que je m'y remets, pas déflorer non plus cette énergie. Exactement, tout à fait. Et là, je sais, bon, là, on joue pas 5 jours, je sais que je vais le faire tous les jours, 4-5 fois par jour, tout le texte, de manière à pas le perdre, à toujours l'avoir en bouche. Mais voilà, et après, quand on l'a, qu'on est connecté avec ses partenaires, qu'on comprend un peu ce qu'on dit, il y a des moments, au début, on pige pas, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, parce que là, d'un seul coup, on sent que... Et puis là, je sais que je suis à 30% de ce que j'ai envie de faire dedans. Et à un moment donné, je vais... voilà, quand je vais dire la peur sera partie, quand je regarderai Pierre, Paul, Jacques dans les yeux et qu'on sera connecté, je sais que je pourrais y aller un peu plus. Ouais, parce que par rapport aussi à la télévision, au cinéma, c'est une autre manière de porter la voix. Il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense dans le corps, vous disiez qu'au cinéma, à la télé, on joue avec ses yeux. Là, évidemment, les yeux, ils sont là. Au théâtre, mais enfin, les gens qui sont très loin de vous, c'est aussi tout un corps, il faut tout grossir. Exactement. Et j'avais fait un stage avec Jean-Claude Pinchna, et ça, on l'avait hyper bien compris, travaillé. Mais il nous faisait exister à 150 mètres. Il voulait qu'on existe à 150 mètres. Et plus on se rapprochait, plus on minimise. On adapte la focale. Voilà, et on adapte la focale. Et ça, voilà. Et avec Pinchna, on l'avait très bien compris, je me souviens, lors d'un stage. Et voilà. Et là, mais même des fois, la caméra... J'aime pas trop regarder ou les rushs ou aller au combo dès que j'ai tourné la scène. Mais j'ai tourné avec Vincent Lindon qui, lui, aime bien le faire. Et sur lui, Vincent, il aime bien se rendre compte si son corps est suffisamment investi aussi dans le plan. Sur des fois, on a l'impression qu'on est à fond. Et tu vois le truc, et en fin de compte, t'es tout mou. Tout petit. Ouais, t'es tout petit, ouais. Voilà. Et au théâtre, et je sens qu'il va falloir que
plus ça va, plus que je grossisse un peu tout ça. Ouais. Ouais. Vous allez vous servir de vos cheveux, de votre perruque. Ouais, Il y a tout ça aussi. Ouais. Et puis, quand même, pour l'évoquer, parce que voilà, à la Comédie Française, je disais que c'était un vrai engagement. Il y a ce principe de l'alternance, jouer, 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 et puis des textes, des répétitions, des productions qui s'enchassent les unes dans les autres. Vous allez enchaîner avec Maeterlinck, là, c'est complètement un autre monde. Ouais, que je connais pas du tout. Alors là, je vais découvrir, je vais lire là. Que je connais Mystère, c'est nimbé de mystère. Ah ouais, bah, j'ai hâte de découvrir des auteurs, c'est un truc de fou. J'adore. Ouais. Est-ce que ça modifie les envies de cinéma que de se poser ici aux Français? Bon, je vous dirai ça dans quelques temps. Mais forcément, oui, forcément, j'ai toujours jamais accepté n'importe quoi à la télévision ou au cinéma. Mais en tout cas, peut-être qu'à là, je vais encore plus être un petit peu exigeant ou pas. Après, même si j'ai jamais fonctionné comme ça, des fois j'ai fonctionné vraiment à l'humain. Il y a des réalisateurs ou des producteurs que j'aime beaucoup. Et puis on part sur un projet, des fois on sait qu'il a des faiblesses. Et puis on se dit, allez, on y va. Et on défend. Et on défend le truc. Voilà. Ce qui n'est pas le cas au théâtre, parce qu'on a un texte, il est là, il est super, et il faut qu'on le joue. Mais voilà, après j'aurai un peu moins de temps, mais voilà, il faut aussi que je me donne la chance d'exister ici aussi, c'est important. Et on vous entend parler de lecture, d'écriture beaucoup, vous aimez ça, vous aimez les mots et vous aimez écrire aussi? Oui, j'aime bien écrire. J'aime bien écrire. Je trouve que là, pour écrire, il faut beaucoup de rigueur. Voilà, de rigueur, ouais. Alors j'arrive à tenir un journal intime depuis 1 an, alors qu'il y a un peu plus qu'un journal, mais où je me suis donné la rigueur d'écrire une page complète à la main comme ça. Et c'est chouette, ouais. C'est chouette. Alors, des fois, on est devant la feuille blanche, mais il faut cette rigueur. Alors j'ai écrit plein de choses, mais j'ai du mal à aller au bout tout le temps. Voilà. Il y a une pièce que j'ai écrite quand même, où j'ai été au bout, mais... Quand vous disiez qu'il manquait des dialoguistes, ouais. Peut-être vous avez ce rythme, ce sens. Donc, en tout cas, oui, après, à la télévision, j'ai souvent écrit mes dialogues. Ouais. Beaucoup. Ouais. Eh bien, merci beaucoup d'être passé dans Quelle comédie, Le Malade imaginaire, je le rappelle, donc, salle Molière, à Richelieu, à Paris, jusqu'au 26 janvier. Et puis, pour Maeterlinck, ça commencera le 29 janvier. Donc, au mois de janvier, j'imagine que ça va chauffer un peu. Vous allez, les répétitions. Ouais, les répétitions. Tu m'as fait peur. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.